Et on file tout de suite à Londres parce que vous le savez, le scandale Epstein rattrape la monarchie britannique. Et vous voyez cette photo qui fait aujourd'hui le tour de la presse britannique, mais aussi de la presse dans le monde entier. On y découvre l'ex-prince Andrew hébété, hagard à l'intérieur d'une voiture, arrêté hier, donc relâché cette nuit. Thomas Misraki, on vous retrouve à Londres, l'ex-prince qui n'en a pas fini avec la justice, Thomas. Non, effectivement, parce que, bon, d'abord, il faut le noter, c'est important, il n'a pas été inculpé, mais une enquête est toujours en cours. Des perquisitions sont également toujours en cours aujourd'hui à son domicile pour tenter de faire le lien entre ce prince et les accusations dont il fait l'objet, accusé notamment d'avoir profité en quelque sorte de sa position au détriment du public qu'il doit servir. Alors, vous le voyez ici, les médias britanniques et internationaux sont en train de se mettre en place parce que c'est un véritable feuilleton qui a débuté hier ici en Grande-Bretagne il y a un peu plus de 24 heures désormais, feuilleton suivi, vous allez le voir, par la presse, minute par minute. Ce matin dans les journaux britanniques, eh bien, la photo dont vous parliez s'affiche en grand avec pour le Daily Mail ce titre, La chute, qui parle évidemment de l'ancien prince. Photo également à la une du Daily Express avec ces mots, The law must take its course. La justice doit suivre son cours. Ce sont les mots du frère de l'ancien prince, le roi Charles, hier dans un communiqué. Et vous le voyez, le Sun, qui est l'un des tabloïds les plus lus ici en Grande-Bretagne et qui note que c'est le premier membre de la famille royale à avoir été détenu depuis Charles I, c'est-à-dire en 1647, il y a 350 ans. C'est pour vous dire l'ampleur de la sidération ici. Nul doute que derrière les murs du palais de Buckingham, devant lequel nous nous trouvons, eh bien, cette presse britannique, les commentaires qui y sont écrits, ils sont disséqués ce matin avec énormément d'attention parce que la couronne britannique a beaucoup à perdre dans cette histoire. Énormément à perdre. Claire Fournier, vous êtes avec nous ce matin. Merci d'être là, Claire. De quoi est-il exactement accusé, cet ex-prince Andrew ? Alors, il faut bien comprendre que cette enquête d'hier, elle est distincte des accusations de corruption, d'agression sexuelle. Là, ça porte vraiment sur des intérêts financiers et économiques. L'ex-prince Andrew est soupçonné d'avoir divulgué des informations confidentielles auprès de Jeffrey Epstein, notamment lorsqu'il était, vous savez, le représentant de la couronne au commerce et aux investissements. Donc il aurait communiqué à Jeffrey Epstein, notamment des rapports sur des pays d'Asie comme le Vietnam, Singapour. Donc l'enquête devra déterminer si ensuite ça a profité à Jeffrey Epstein dans ses décisions d'investissement. Il faut savoir aussi qu'il avait ce poste entre 2001 et 2011 et qu'il avait déjà dû démissionner parce qu'il y avait eu un audit sur ses dépenses notamment et puis sur les relations plutôt problématiques qu'il avait avec des personnalités type Jeffrey Epstein. Andrew Simkin, vous êtes avec nous aujourd'hui. Merci infiniment. Vous êtes président de la Royal Society of St. George. Vous êtes aussi artiste, écrivain. Vous connaissez évidemment votre mère patrie. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment un séisme. Et heureusement que la reine-mère n'est pas là pour... la reine, oui, n'est pas là pour voir ça, disent beaucoup de Britanniques. La dernière fois qu'on a vécu ça, c'était en 1647, 1649. Ça s'est mal terminé. C'était notre révolution à nous, bien avant la vôtre. Pour l'instant, nous sommes en train d'éliminer le mal dans tous les sens du terme. Andrew est inconséquent et insouciant, pour être gentil avec lui, depuis sa naissance, surprotégé par sa mère et depuis 2011, il entame sa chute, en fait, parce qu'il a été démissionné, effectivement, de son rôle de haut représentant du commerce au nom du gouvernement et de notre nation. Parce qu'il aimait beaucoup les jets privés, les choses comme ça. Je pense qu'il aime beaucoup tout ce qui vient avec son statut de naissance. Il n'a jamais vraiment assumé des responsabilités qui viennent avec ça, parce qu'il est censé incarner la nation de Milan. En 2019, il a fait cette interview absolument catastrophique où il s'est humilié tout seul. Il ne s'en est même pas rendu compte. Et puis, et la reine, à ce moment-là, a dit « c'est fini, tu ne feras plus partie des Working Royals ». Donc, il n'est plus opérationnel depuis 2019. Et depuis le décès de la reine, Charles fait le ménage petit à petit, mais c'est quand même son frère. Donc, encore une fois, il faut jouer entre l'institution et la famille.
c'est très très dur. Et sa mère ne pouvait pas faire ça. La mère ne pouvait pas éliminer son fils préféré. Thomas, le fait, vous nous l'avez montré, que cette affaire fasse la une de tous les médias britanniques, vous venez de nous le montrer, c'est vraiment le signe que cette affaire dépasse largement le cadre de la famille royale. Ça impacte toute la nation, Thomas. Oui. Oui, et ce qui vient d'être dit est très juste. Le problème pour cette famille royale, c'est qu'elle a coupé les ponts avec Andrew depuis quelques années. Désormais, il a été déchu de ses titres, il a été mis à l'écart. On lui a demandé de quitter les propriétés royales. Donc, il y a ce fossé. Une dame me disait hier, on fait la différence entre Kate et William, qui sont les favoris ici dans cette monarchie britannique, et l'ancien prince Andrew. Le problème, comme ça vient d'être évoqué, c'est que l'ancien prince Andrew a été un membre éminent de cette famille pendant des années. C'est aussi, il faut le rappeler, le frère de l'actuel roi, et il a été protégé par Elisabeth II pendant des années, trop protégé, disent certains ici. Alors, son arrestation n'est pas véritablement une surprise. Ce qui a surpris hier, évidemment, c'est la façon dont les choses se sont passées. La police qui arrive chez lui à 8h du matin, ces perquisitions dans la foulée qui se poursuivent encore aujourd'hui, ça a marqué les esprits. Mais globalement, je peux vous dire que tous les Britanniques à qui on a pu parler aujourd'hui estiment que cette arrestation, cette interpellation, cette garde à vue, eh bien, sont plutôt positives. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Je suis ravie. Tant mieux, il l'a bien mérité. Il aurait dû être arrêté il y a bien longtemps, très franchement. Il a complètement abusé de ses fonctions. Donc oui, c'est une bonne chose pour les victimes. Je veux que toutes les personnes mentionnées dans les dossiers soient arrêtées. Tous ceux qui étaient impliqués avec Epstein. Peut-être pas ceux qui ne faisaient que figurer dans les dossiers, mais tous ceux qui étaient personnellement impliqués avec lui sur l'île. Tous ceux qui ont commis quelque chose d'illégal, d'immoral. Je veux qu'ils soient tous arrêtés. Je veux qu'ils soient tous jugés. Cette affaire ici, continuer d'alimenter le tous pourri. Un chauffeur de taxi nous disait hier avec Antoine Durand, ils sont tous mouillés, ils devraient tous aller en prison. Ce ne sera pas le cas. C'est Andrew qui va payer pour les autres. Andrew, l'ancien prince, qui pour l'instant n'a pas été inculpé, qui continue de clamer son innocence dans le cadre de ce dossier, mais qui est toujours sous le coup d'une enquête. Hélène Bonnet, vous êtes journaliste internationale TF1 LCI. Jusqu'où Charles III peut-il aller coopérer pleinement avec la justice, voire encourager un procès sans avoir le sentiment de livrer au public son frère un peu comme un bouc émissaire? Là, il peut difficilement aller plus loin. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il coopérait avec la justice, qu'il fait que la justice suive son cours, qu'il ne s'exprimerait pas davantage pour l'instant. On a vu que quand il se déplaçait ces derniers jours ou encore hier, il est interpellé sur ce sujet. Donc forcément, ça va le poursuivre. Mais après, voilà, il doit laisser la justice faire son cours, c'est ce qu'il a dit. Ce qui est fou, c'est que ça ne va pas être terminé, cette histoire. C'est-à-dire qu'on a un volet plutôt lié à une mauvaise pratique professionnelle, mais il y a tout un volet sexuel, et la police avait fait savoir qu'elle se penchait aussi sur cette question-là. On sait qu'aujourd'hui, et Thomas l'a précisé, il y a toujours une propriété à Windsor qui est sous perquisition. Et c'est une propriété où une jeune femme accuse Jeffrey Epstein de l'avoir envoyé pour des relations sexuelles avec l'ex-prince Andrew. Et donc la police a dit, bon, on va se pencher sur ces questions-là. Vont-ils trouver des éléments? C'est toute la question. En tout cas, cette photo qu'on a vue hier d'Andrew qui sort du commissariat, même la presse britannique dit, mais ça va marquer les esprits, elle va rester cette photo, mais ça sera peut-être pas la dernière, parce qu'il est sous contrôle judiciaire aujourd'hui, il peut être réarrêté pour être réinterrogé. Puis après, il y aura la question de y a-t-il suffisamment de preuves pour l'inculper? C'est vraiment que le début de l'histoire. Andrew Simkin, comment les communicants du palais peuvent-ils gérer un tel scandale? On sait que derrière ces murs de Buckingham, en général, il y a des communicants aux petits oignons qui savent parfaitement comment gérer la com. Là, en fait, chaque parution des Epstein Files devient virale en quelques minutes. Ça, c'est pour parler du volet un peu sexuel. Comment peuvent-ils gérer ça désormais? Déjà, les pauvres, on ne peut plus ne pas communiquer. Donc, ils sont obligés de dire quelque chose. À l'époque de la reine, elle disait... never explain, never explain. Exactly. On ne peut plus faire ça. Déjà, depuis la fameuse photo de Kate et la maladie de Kate, on a vu que le silence ne faisait que générer des ragots et des rumeurs. Donc, Buckingham et
Et l'autre palais, à Kensington, ont sorti des communiqués extrêmement sévères, genre que la justice fasse son travail, comme si on ne connaissait plus Andrew. Donc c'est fini pour lui. On a coupé les liens, c'est fini. Donc comment est-ce qu'ils peuvent gérer la suite? Il faut limiter la casse, parce qu'ils seront forcément éclaboussés d'une manière ou d'une autre, même si aucun autre membre de la famille royale n'est cité dans les Epstein Files. C'est très important de le dire. Le fils du prince Charles, le prince William, déteste son nom. Absolument, oui. Ah, ça vous dites ça avec une mine un peu réjouie. Non, parce que William n'avait pas la main, Charles n'avait pas la main, mais les deux voulaient écarter Andrew depuis un certain temps. Depuis septembre 2022, ils ont plus ou moins le pouvoir. Donc, on essaie de l'écarter, et maintenant, il faut juste l'exclure définitivement. William, selon mes sources, voulait carrément l'exiler. Il a même reproché à son père de ne pas agir avec plus de célérité, avec plus de rapidité. Encore une fois, j'insiste sur la terrible dichotomie famille-institution. Il y a la firme, mais ce sont des êtres humains qui s'aiment plus ou moins. Christophe, est-ce que la tempête Andrew peut emporter Charles III ? Emporter Charles III, non. À mon avis, porter un coup peut-être fatal à la monarchie britannique, oui. Je pense que depuis 1997... ça veut dire la même chose. Non, parce que Charles III terminera son règne. Il mourra roi, Charles III. Derrière, il a un fils qui est très populaire, qui va devoir régler ce défi monumental, faire entrer la monarchie britannique dans la modernité. Et je pense que, compte tenu de l'évolution de l'opinion britannique, la modernité, ça ne sera plus une monarchie parlementaire. Ça sera autre chose, avec une place peut-être pour cette famille qui a une aura morale, mais une place vraiment à côté. Par exemple, la visite hebdomadaire du Premier ministre au souverain, le fait qu'un discours soit lu par le souverain alors que c'est un discours politique du pouvoir civil, tout ça, ça sera terminé. On va éloigner encore un peu plus la monarchie du temporel, du matériel. Ça ne sera peut-être pas tout de suite la République, mais ça ne sera plus la monarchie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Depuis la mort de Lady Diana, cette monarchie ne va que de crise en crise. Alors à chaque fois, curiosité, engouement, produits dérivés, tourisme, on trouve toujours un événement familial, enterrement, mariage, baptême, pour revitaliser un petit peu l'affection pour la couronne britannique. Mais arrive ensuite un autre problème, les dépenses excessives, le scandale du comportement d'un individu, et l'estime pour la monarchie baisse, et surtout la conviction pour les Britanniques que c'est le bon régime, à mon avis, s'étiole dans les jeunes générations de manière irréversible. Andrew Simkin, pour rebondir sur ce que dit Christophe, les sondages montrent déjà une érosion du soutien à la monarchie. Cette affaire, est-ce qu'elle peut faire basculer, comme le dit Christophe, une partie des Britanniques vers une tentation républicaine? Alors, il y a un mouvement qui s'appelle Republic qui fait du lobbying pour éliminer la famille royale, pour revenir à une république un peu monarchisante comme la vôtre. Et quand Republic demande une enquête, il y a 40% de personnes favorables à la monarchie. Quand n'importe qui d'autre demande, c'est 65%. Donc, on a une majorité très nette pour la famille royale. Vous avez eu une vision républicaine et catastrophiste de l'avenir. Je pense que j'insiste juste, Donald Trump n'aime que 2 personnes au monde, certainement pas Melania, il aime Vladimir Poutine et le roi Charles, parce que le roi Charles, c'est ce qu'il voulait être. Et donc, vraiment, ça symbolise... L'homme le plus puissant du monde rêve d'être comme nous. Donc, quelque part, nous avons un modèle qui tient. Nous avons fait notre révolution en 1549 et nous avons le même modèle plus ou moins depuis. Et d'ailleurs, par effet de miroir, il y a un courant monarchiste très fort aux États-Unis qui réclame une forme de monarchie monarchie républicaine avec Donald Trump tout en haut de cette monarchie assis sur son trône. Les MAGA, oui, absolument. Hélène Bonnet, il a été arrêté le jour de son anniversaire, le prince Andrew. Ses filles restent quand même des grandes amies du prince William. C'est incroyable, cette déchéance. Si la reine avait vu ça, Hélène. La reine, en plus, l'a protégé. C'était son fils préféré. C'était son fils préféré. Enfin, en tout cas, c'est toujours comme ça qu'il a été présenté. Elle lui a passé, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un d'extrêmement sulfureux dans la famille royale. Elle lui avait même confié ce rôle d'envoyé spécial. Et j'ai cru comprendre que c'était pas forcément le souhait du roi Charles à l'époque. Il trouvait pas forcément que c'était une bonne idée. Donc voilà, elle l'a protégé. Il y avait
une somme qui a été versée à une ancienne victime d'Epstein qui accusait le prince Andrew de... Voilà, et quand vous dites une somme, c'est une très grosse somme. On parle de 12 millions de livres, donc on est autour de 13 millions et quelques d'euros qui avaient été versés à cette jeune femme pour ne pas amener la confrontation avec le prince Andrew devant les tribunaux. Somme qui visiblement a été payée par la reine, mais certains s'interrogeaient aussi sur est-ce que le roi Charles n'aurait pas à l'époque mis de l'argent au pot. Donc en fait voilà. Et ça a été démenti, hein, en tout cas, par la famille, en tout cas. Mais voilà. C'est un mélange de sa mère et de lui. Voilà. Mais donc toutes ces questions, forcément, maintenant, elles ressurgissent. Cette idée qu'il a pu être couvert. Il y a une époque, en 2015, où Buckingham fait un communiqué pour nier totalement les liens entre l'ancien prince Andrew et justement Virginia Giuffre, ancienne victime de Epstein. Donc il y a vraiment une période où il n'y a pas eu la transparence, cette carte de la transparence qui est jouée aujourd'hui par la famille royale. Qu'est-ce qu'il risque, le prince Andrew? La perpétuité, l'humiliation totale. La perpétuité Oui, en prison la déchéance. Oui, tout à fait. J'imagine qu'il sera logé un peu comme Ghislaine Maxwell dans des conditions très agréables, mais ce n'est pas du tout ce qu'il souhaite. C'est la vie dont il rêve, c'est là, il risque la luxe prison, et bien sûr. Ah oui, d'accord. S'il a vraiment, entre guillemets, vendu, marchandé des secrets d'État, c'est très très grave. En plus, ce n'est que la première partie de l'histoire. Donc vraiment, je pense que son destin est plutôt sombre. C'est de la trahison, en fait, c'est ça? Oui, absolument. Haute trahison. Guillaume, cette affaire, on n'a pas fini d'en entendre parler. La semaine prochaine, les Clinton témoignent. C'est cette espèce de grosse nébuleuse Epstein qui embarrasse absolument tout ce que le monde compte d'occidentaux. C'est un feuilleton qui va nous faire l'année, hein. Très clairement. Ah, carrément. Ah bah ouais, clairement, avec de grosses surprises qui vont être publiées de révélation en révélation. Donc l'audition la semaine prochaine, en effet, au Congrès américain des époux Clinton en est une, parce que je rappelle que Bill et Hillary avaient été convoqués par les sénateurs en janvier dernier et tous deux avaient refusé de venir témoigner et de se présenter devant les sénateurs américains. Mais voilà, la bombe à fragmentation, elle a éclaté. La publication par le département de la justice de 3,5 millions de documents. Le nom de Bill Clinton, il apparaît, j'ai regardé, à peu près à 1200 reprises, donc assez régulièrement quand même dans ces Epstein Files. Difficile de continuer à esquiver alors que soi-même on réclame la transparence. La semaine dernière, Hillary Clinton, elle a donné une interview à la BBC, donc chez vous, hein, monsieur le Britannique, et elle accuse Trump de chercher à étouffer le scandale. Et évidemment que le dernier étage de la fusée Epstein, ce pédocriminel, c'est évidemment le président américain. Il y a quelques mois encore, hein, Donald Trump, il parlait de canular. Il est sous pression de toutes parts, et y compris dans son propre camp. Aux États-Unis, il y a un homme qui s'appelle Joe Rogan. C'est un podcasteur monumentalement connu, 20 millions d'auditeurs. Il a rallié au président américain une partie de la jeunesse masculiniste américaine qui lui a permis d'être élu. Et il demande, dans son style très caractéristique, au président de passer à table, de révéler ce qu'il sait, d'arrêter de protéger les coupables et de décaviarder tous les documents pour arrêter de protéger les coupables. Claire, un mot de conclusion. Oui, simplement sur cette arrestation d'Andrew, pour les victimes et pour tous ceux qui militent pour que la transparence soit faite, c'est la première arrestation, en plus de quelqu'un de très important en Grande-Bretagne. Et il était temps. Parce que la publication de tous ces dossiers qui n'étaient pas suivis d'interpellation, d'arrestation, ça commençait à faire beaucoup de bruit.